dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour, je suis Draven et dans cet épisode hors série exceptionnel, j'ai eu la chance de m'entretenir avec un francophone ayant réellement travaillé sur la série réimaginée Battlestar Galactica des années 2000. Il s'agit de Pierre Drolet, qui est un modeleur 3D d'origine québécoise. Le modeleur 3D, c'est la personne qui se trouve entre le designer et l'animateur 3D dans la chaîne de création des images de synthèse. Bon, pour faire simple, le designer est celui qui crée et dessine l'objet en 2D sur une feuille de papier ou avec un dessin assisté par ordinateur. Par exemple, un vaisseau spatial, puisqu'il va beaucoup en être question dans cet épisode. Le modeleur 3D qui vient ensuite, comme Pierre Drolet, que vous allez entendre dans un instant, est la personne qui est chargée de transformer ce dessin en un objet en 3D. Il doit entièrement le créer en 3 dimensions, en partant plus ou moins de zéro selon les cas. Puis il confie son modèle, son objet en 3D, à l'animateur 3D qui, comme son nom l'indique, va lui donner vie, va l'intégrer, parfois en mouvement, dans les scènes voulues par le réalisateur. J'ai un peu simplifié le processus, mais voilà en gros le rôle d'un modeleur 3D. C'est lui qui construit en 3D les objets dessinés par les designers, qui peuvent également être des décors ou même des personnages, pour ensuite les confier à l'animateur 3D. Les modeleurs 3D sont également parfois eux-mêmes designers, comme Pierre Drolet, dont vous allez maintenant découvrir le parcours, le travail et les anecdotes parfois inédites des coulisses des franchises sur lesquelles il a travaillé, comme Battlestar Galactica, mais aussi Star Trek. Je veux juste vous avertir que la qualité sonore de l'interview que vous êtes sur le point d'écouter est un peu inférieure à celle dont vous avez l'habitude dans ce podcast, car notre discussion, qui date de début mars 2022, s'est déroulée et a été enregistrée sur Skype. Mais je suis certain que vous trouverez cet échange passionnant, tout comme moi j'ai été passionné par les explications et les anecdotes de Monsieur Drolet. Second avertissement, un passage de notre discussion aborde un vaisseau spatial qu'on n'a jamais vu dans la série, mais qui est en rapport avec un énorme spoiler sur la fin de la saison 3. Je vous demande donc de n'écouter cet épisode que si vous avez déjà vu l'intégralité de la série, afin de ne pas vous gâcher la surprise. Allez, décollage! Donc voilà, on se retrouve avec Monsieur Pierre Drolet, que je suis très heureux de recevoir dans le podcast Galactifrac, puisque vous êtes notre premier invité exclusif. Bonjour, Monsieur Drolet. Salut Jérôme. Merci vraiment d'être là. Donc, on va discuter un petit peu de vos travaux sur Battlestar Galactica, puis on va commencer par discuter un petit peu de vous, puisque avant d'être artiste 3D, vous êtes aussi un fan de science-fiction. Donc, on va un petit peu dresser votre portrait, comme ça. Alors, donc je vais commencer par votre portrait, comme je le disais. Alors, vous êtes né en 1969 dans la ville de Québec, dans la province du même nom au Canada. Et vous avez grandi en regardant, entre autres, les films originaux Star Wars, les séries originales Star Trek, Cosmos 1999 ou Battlestar Galactica. Vous avez commencé à dessiner dès votre plus jeune âge et visiblement vous dessiniez déjà très tôt des vaisseaux spatiaux. Est-ce que vous pouvez me parler de vos souvenirs de la série originale Battlestar Galactica ou des autres œuvres de science-fiction que vous avez pu voir dans votre enfance ou dans votre adolescence et comment toutes ces œuvres ont influencé votre envie de dessiner des vaisseaux spatiaux? C'est pas mal. C'est au début, je sais pas si t'étais beaucoup plus jeune que moi, j'imagine. Oui, on a environ 10 ans de différence. Ok, ça, c'est dans ces années-là, c'était pas mal le début des émissions de la science-fiction. Mm-hmm. Ça fait que... puis au Québec, c'est plus comme avant, ça, avec le câble et tous les canals. Dans ce temps-là, on avait juste 3 ou 4 canals. En plus, je restais en campagne, fait que c'était encore pire. Mais on avait toute la traduction là, des émissions américaines là, de science-fiction. Ça fait que c'était les seules choses qu'il y avait à la télévision. Puis pour moi, c'était ce qui était le plus fun à regarder aussi. Fait que okay. J'ai toujours aimé la science-fiction, puis dans tous les genres. Ça fait que... Ouais, c'est ça. Fait que j'aimais bien regarder ces émissions-là. Je regardais pas mal. C'était pas mal mes préférés.
Moi, je comprends. C'est vrai que de mon point de vue, qui suis un peu plus jeune, la fin des années 70 c'était un petit peu un âge d'or pour ça. Il y avait beaucoup de séries, et puis comme dit, Star Wars qui a relancé tout ça en plus à la fin des années 70, ça devait être une époque formidable de ce côté-là. Oui. C'est ça. Fait que ça a commencé... c'est pas comme pas mal tout le monde, on essayait d'imiter, de recréer les vaisseaux spatials. Qui, à un moment donné, à force de redessiner, je me suis tanné, puis je me suis décidé de les améliorer. Fait que je commençais à dessiner d'autres. Je les mettais différents un peu pour les mettre plus à mon goût, comme ils pourraient être. Ça a été la même affaire aussi pour les motos, les autos, tout ce qui était mécanique. J'aimais bien dessiner, puis comme, je sais pas si tu t'en souviens, mais ici, les autos dans les années 70 étaient affreuses. Fait que c'était comme une bunch de grosses boîtes. Puis, fait que j'essayais de mettre, je dessinais les autos, je dessinais les motos là, comme je voulais qu'ils seraient. C'était pas juste les vaisseaux spatials, c'était pas mal tout dans le fond. Tout ce qui était mécanique, j'ai toujours été attiré par les avions, les accessoires militaires, quoi que ce soit. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Ah oui, donc tout ce qui est vraiment, oui, les engins, tout ce qui est un moteur. D'accord, ok, je savais pas. Ok, super. J'aime bien les autos, j'aime bien les motos, les avions, tout ce qui est mécanique, j'adore ça. Fait que c'est ça. Ok. C'est une belle passion. Alors maintenant, on va parler. C'est une vraie passion pour moi. Qu'est-ce que tu me dis, toi? C'est pas le moment, je t'ai pas parlé. Et si. Elle veut participer. Ouais, c'est ça, elle veut participer. Je sais pas si c'est inquiétant ou amusant. Ok, bon, on va parler un petit peu de votre début de carrière, alors en tant qu'artiste, en tant que modéliste. Alors, vous avez commencé votre carrière au milieu des années 90 en tant qu'artiste 2D tout d'abord, dans le milieu des jeux vidéo. Puis à la fin des années 90, vous avez participé à un concours qui vous a permis d'entrer dans le monde de la modélisation 3D en images de synthèse. Un de vos premiers travaux sur une grande franchise de science-fiction a été la construction 3D du vaisseau Friendship One pour l'épisode du même nom de la dernière saison de la série Star Trek Voyager. Vous avez ensuite commencé à travailler sur la série Star Trek Enterprise, où vous avez construit le modèle 3D du vaisseau principal, l'Enterprise NX-1, puis sur le film Star Trek Nemesis en 2001, où vous avez construit le modèle 3D de la capitale des Romuliens. Donc ça, je dis ça, c'était pour vous replacer dans le contexte du début des années 2000, mais maintenant on va passer au cœur du sujet, c'est-à-dire à Battlestar Galactica. Alors, si mes informations sont bonnes, votre première implication avec la franchise a été le jeu vidéo Battlestar Galactica pour les consoles PlayStation 2 et Xbox. Oui, je me souviens plus exactement c'était quoi les consoles, là, mais c'était la compagnie pour laquelle je travaillais en ce moment. C'est la même compagnie que je travaillais pour Star Trek. On a eu un contrat pour faire les cutscenes pour le jeu vidéo. Ok. Puis, en fait, c'est que dans ces temps-là, la résolution était pas bonne. C'était vraiment comme les vaisseaux qui étaient pour se servir pour le jeu vidéo. C'était des boîtes finalement. Oui. C'était pas vraiment attrayant. Non, c'était un peu carré. Ouais, c'était pas mal carré. Je me souviens pas exactement le contexte. Nous autres, on était engagés pour faire les cutscenes. Mais je pense que le jeu, il était pas vraiment commencé encore. D'accord. Final. C'était pas final. Il était en production, mais il y avait rien vraiment de final. Puis, je pense pas qu'il y avait... Même les vaisseaux pour le Battlestar, il était pas vraiment final non plus. D'accord. Ça veut dire que... Puis, je me souviens pas exactement dans c'était quoi la circonstance, mais je
pense que j'avais une semaine pour redesigner le Viper puis le construire. Ça fait que c'est comme ça que ça a commencé. Mm-hmm. Je suis pas mal sûr que les cutscenes doivent être à quelque part encore sur YouTube. J'ai jamais vraiment... Oui, on les trouve. Oui, on les trouve sur YouTube. Bon, moi j'ai le jeu vidéo, mais effectivement, on peut les trouver en version, je crois même un petit peu upscalée, en meilleure qualité sur YouTube. Donc on peut voir toutes ces cinématiques. Et donc oui, comme vous disiez, vous, votre premier travail, ça a été de redesigner le Viper en partant du chasseur Viper de la série originale, j'imagine. Oui, c'est ça. Ben moi, c'est ça, moi, des fois que, étant donné que je suis un fan aussi de la science-fiction. C'est que la manière que je commence à designer, que ce soit n'importe quoi ou quelque chose qui a déjà été fait comme Battlestar Galactica, je pouvais pas aller trop loin. C'est ça qui est arrivé avec le design pour la série future. C'est qu'ils ont pris le Viper puis ils ont fait quelque chose de complètement différent. Moi, j'essaie toujours c'est comme j'essaie d'expliquer, c'est comme si tu prends une Porsche des années 70, une Porsche 911. Si tu regardes une Porsche 2022, tu peux quand même la reconnaître, l'évolution. C'est la même chose. Mon approche est toujours comme ça. Je vais graduellement. J'essaie pas de redesigner ou de réinventer la roue. J'y vais avec, OK, ça, c'est le design qu'il y avait dans les années 70. Qu'est-ce que, mettons, il ferait une Viper aujourd'hui? Fait que je l'ai mis un peu plus sophistiqué, plus ronde, plus élancé avec les nouveaux moteurs. Puis c'est comme même aujourd'hui, si tu me demanderais de redesigner le Viper, il y aurait plus la ressemblance d'un F-35 ou un F-22. Il serait encore plus élancé, puis plus profilé, plus quasiment stealth. D'accord. Et tu reconnais le Viper, l'origine dedans. Je vois toujours dans ces orientations un peu plus loin dans le futur, mais pas trop loin dans le futur. Pour que le monde puisse avoir une relation par rapport à ils peuvent l'identifier facilement. Ouais, je comprends. Ok. Oui, comme ça vous permet de mélanger, on va dire, le design d'origine avec des inspirations, on va dire, terriennes qu'on peut reconnaître, effectivement, qu'on peut lier aussi à une époque. C'est super intéressant, ok. Et effectivement, sur le jeu vidéo, à la base, vous avez travaillé sur les cinématiques, mais votre design pour le Viper a été tellement réussi qu'il a même été conservé pour le jeu lui-même, pour le gameplay, pour les phases de gameplay, voilà. Même s'il était un peu simplifié pour le gameplay, parce que les... Ouais, ça, ils l'ont fait, ils ont pris le même modèle, ils l'ont fait... Mieux que ce qu'il y avait au début, parce qu'au début, c'était ridicule. Ah oui, d'accord. C'était un tube avec deux ailes, puis tu peux pas vraiment voir c'était quoi. D'accord. À partir de ça, ils l'ont fait un petit peu plus avec meilleure résolution. Ok. Pour le matcher avec qu'est-ce qu'il y avait dans le jeu vidéo. Ok, je comprends. Bon, tant mieux. Bon, en tout cas, les cinématiques sont chouettes pour l'époque, elles sont vraiment bien. Le jeu vidéo en lui-même, par contre, je sais pas si vous avez l'occasion d'y jouer. Moi, j'ai essayé, il est très très difficile. Il est incroyablement difficile. Je l'ai même jamais ouvert. C'est vrai. Je l'ai jamais vu le jeu, je sais pas à quoi il ressemble. D'accord. Visuellement, il est vraiment chouette. Pour l'époque où il est sorti, ça va. Il se défend encore pas trop mal. Mais alors, la difficulté du jeu est incroyable. Vraiment. Bon, bref, c'est un détail. Allez, on va passer maintenant, on va faire un petit bond dans le temps, d'environ 1 an, puisque 1 an après ce travail sur ce jeu vidéo, le développement de la mini-série Battlestar Galactica, donc la mini-série réimaginée, destinée à Sci-Fi, a commencé, et c'était l'équipe de Gary Hutzel qui était chargée de redesigner un petit peu tous les vaisseaux et de créer aussi de nouveaux vaisseaux pour la mini-série. Or, il n'arrive pas à trouver un modèle de Viper qui lui plaît parmi ce que lui propose son équipe. Et il entend parler de votre design que vous aviez créé 1 an plus tôt pour le jeu vidéo.
Donc il vous contacte déjà pour pour obtenir ce design, puis il finit même par l'acheter donc auprès de la société Eden FX qui vous employait à l'époque. Et donc c'est à partir de votre design pour le jeu vidéo que il a un petit peu retravaillé pour créer les chasseurs Viper Mark II, dont 2 modèles taille réelle qui ont été construits pour le tournage de la mini-série. Mais il a un petit peu modifié le modèle que vous aviez créé à l'origine. Donc voilà, déjà d'une part, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que vous n'avez pas directement travaillé sur cette mini-série à l'époque, et est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des modifications qui ont été faites sur votre modèle? Oui, j'ai été en conflit d'intérêts avec ma compagnie. Ah. Fait que je pouvais pas travailler dans ce temps-là, je travaillais sur Star Trek encore. D'accord. Enterprise. Mais la seule chose que je pouvais faire, c'est que je leur ai dit d'appeler ma compagnie, puis qu'ils pouvaient l'acheter, parce que moi, j'ai pas vraiment de droit là-dessus. Fait qu'ils l'ont acheté de ma compagnie. Oui. Je l'ai, avant d'y donner, par exemple, je l'ai retravaillé un peu pour... il y avait des choses que je voulais changer dessus. Je pense que je me souviens bien, le jeu vidéo, le moteur sur le dessus, il était rond. Je voulais le mettre carré comme l'original. J'avais fait une couple de choses comme ça. Puis je leur ai donné. Mais je pensais pas qu'il était pour refaire un modèle grandeur nature. Ça a été une surprise. Ils ont fait les modifications qu'ils ont faites dessus. C'était des modifications techniques. Parce que le modèle 3D que je vous avais donné, il était un peu trop compliqué. Trop gros aussi. Il était trop gros pour le set qu'il y avait. C'est à cause de ça. Fait que les modifications qu'ils ont faites, ils l'ont rapetissé à cause pour le mettre plus convenient pour le set. Parce que le mien, il était vraiment plus... Celui-là, le 3D qu'ils ont pris pour Blood and Chrome, c'était pas mal l'original que je voulais faire depuis le début. Oui, effectivement, c'est vrai que le Viper Mark II qu'on peut voir dans le téléfilm Blood and Chrome est beaucoup plus gros, même s'il a les mêmes lignes que le Viper Mark II, il est plus imposant et il est plus proche donc du modèle que vous aviez conçu à l'origine. Celui, c'était le modèle Blood and Chrome à ce temps-là, c'était pas mal lui que je voulais depuis le début de la série. D'accord. Puis, étant donné qu'il avait déjà vendu le modèle, les vrais modèles, ils les avaient vendus parce que la série était terminée à ce moment-là. Fait que, ils ont décidé d'y aller avec mon modèle complètement 3D. Puis Gary Edzold, il a toujours aimé mon modèle en 3D. Puis même si... c'est drôle parce que il y a seulement ceux-là qui portent attention, qui ont vu la différence, c'est que même le Viper, la télésérie, le vrai modèle, les moteurs de l'avant, ils étaient ronds. Je sais pas si tu as déjà remarqué, moi, mon design était plus rectangulaire que rond. Mm-hmm. Les modèles, les intakes. Les intakes, c'est les moteurs, l'avant des moteurs. Oui, je vois. Oui, comme les entrées d'air, on pourrait dire. Les entrées d'air, c'est ça. Il n'y a pas d'air dans l'espace, mais oui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il était rond. J'ai jamais vraiment aimé ça. Fait que quand j'ai eu la chance de commencer à travailler avec Gary Edzold, ça a été une des premières affaires que j'ai faites. Je les ai mis plus rectangulaires. J'ai fait une couple de modifications sur le modèle. Pas trop parce que je pouvais pas, parce qu'il y avait déjà un modèle construit. D'accord. Mais ça, je pouvais pas trop modifier le modèle. Mais j'ai changé les modèles. Si vous regardez vers la fin de la série, les modèles sont plus rectangulaires, comme il était supposé. Il est plus beau aussi comme ça. Il est plus élégant. Parce qu'il suit la forme du corps du vaisseau. OK. En fait, dans l'émission, il y a deux modèles du Viper. Celui d'original, celui que j'ai modifié. Okay. Mais ça a été après coup, je l'ai modifié, ils sont plus servis. Ça a été juste le nouveau. D'accord. Sur votre... Est-ce que tu me suis? Oui. Okay. De toute façon, sur votre... Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses intéressantes dans ce que vous venez de dire. C'est vrai que sur la fin de la série,
il me semble que c'est aux alentours du début de la saison 4. On peut voir qu'il y a des différences effectivement dans les modèles 3D de pas mal de vaisseaux. Donc c'est à partir de là, a priori, qu'il y a un changement. Et puis sur votre site internet, il y a, vous avez fait un visuel où on peut voir tous les Vipers. Donc je le posterai pour les auditeurs du podcast. Vous avez mis tous les Vipers côte à côte de profil, et donc on peut voir effectivement les différences de taille et puis les détails, effectivement les différences de détail d'un modèle à l'autre. Donc ça, je posterai pour les auditeurs du podcast. Ouais, je pense que c'est sur mon website, c'est là qu'il y a le plus d'informations que je peux me souvenir de ma mémoire là. Des fois, c'est bon de le mettre sur papier, sur quelque part pour être sûr de s'en souvenir, mais je pense qu'il y en a 3. Ouais. Ok. Qui sont l'original, celle-là que j'ai modifié, plus celle-là le modèle 2B, celles-là ils sont servis pour Blood and Chrome. Pour Blood and Chrome, ouais, ok. Ok. On va parler d'un autre modèle de Viper, parce qu'il y a aussi, il y a plusieurs déclinaisons. Il y a aussi le Viper Mark 7, qui est au départ de la série le Viper qui est censé être le Viper le plus moderne, qui est un peu encore plus profilé, qui est tout gris. Alors moi, j'avais trouvé 2 origines pour ce design-là. Donc je vais vous demander si vous vous souvenez de la vraie histoire, de la bonne histoire, parce que moi j'avais 2 versions. J'avais une version qui me disait que ce design du Viper Mark 7 avait été inspiré par le chasseur Scorpion qui avait été créé pour la série Battlestar Galactica de Bryan Singer en 2001, mais qui n'a jamais vu le jour, et une autre version qui me disait que c'était un des designs que vous aviez créé pour le fameux jeu vidéo de 2003. Donc, est-ce que... Je pense que ces 2 histoires-là sont pas vraies. Je veux je l'ai rencontré, Bryan Singer, avant que la série soit commencée. Ouais. Lui, il voulait faire un film, mais d'après, si ma mémoire me fait pas défaut, il n'y avait pas de script, ils n'ont jamais eu de design. Ils ont jamais été aussi loin pour la série ou pour le film. Lui, je pense que c'était un film qu'il voulait faire. Alors, en 2001, c'était une série, mais après 2009, effectivement, il était impliqué sur un film. Il y a eu 2 projets différents. Et c'est vrai que sur le film, j'ai pas connaissance de design qui aurait été créé. Non. Même au début, en 2001 ou 2002, quand Bryan Singer, il commençait déjà à penser à faire un film avec Star Galactica, avant même la série. Ah, d'accord. Oui, ça faisait longtemps qu'il en parlait. Mais ils n'ont jamais été... je pense qu'ils n'ont jamais passé le stage du script. C'est qu'il n'y a jamais eu vraiment de design pour ça. OK. Fait que ça, je penserais pas. Ça me surprendrait. Moi, j'ai jamais rien vu non plus de qu'est-ce qu'ils ont fait en fait de design. Ça veut dire que... Comme je peux me tromper, par exemple, mais d'après mes connaissances, non. Le Mark 7, j'ai fait une autre version pour... non, pas moi. C'est pas... J'avais-tu fait un autre? Je m'en souviens plus. Mais je pense qu'il y avait un autre design pour le jeu vidéo. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec le Mark 7, c'est lui, Mark 7? Oui, c'est ça, Mark 7, Mark 7, oui. Ouais, le Mark 7, je pense que lui, c'était lui qui était supposé être le Viper. C'était supposé être le Viper du futur. D'accord. Je sais pas qui l'a designé, celle-là. Mais Gary, il l'a jamais aimé. Ah, ok. Il l'a jamais aimé, fait que c'est pour ça qu'il s'en sort pas vraiment dans l'émission. C'était juste comme un vaisseau quasiment à côté. Et puis c'est quand ils sont mis parce qu'ils trouvaient qu'il était trop organique. Mm-hmm. Il était pas assez mécanique. Il avait de la misère à faire de relations avec Battlestar Galactica. C'était trop différent. Ok. Puis quand je suis arrivé, lui aussi, je l'ai remodifié pour le mettre un peu plus mécanique. J'ai un peu d'organique dessus. Tu vois, il y a 2 versions différentes aussi du Mark 7. Le nez, il était trop rond, il l'a jamais aimé. Même sur le set, il trouvait qu'il
il était disproportionné. J'ai fait une couple de modifications dessus. Si tu vois les deux un côté de l'autre, lui, je pense que je les ai jamais mis un côté de l'autre, l'ancien puis le nouveau. C'est possible. Et ils sont un peu différents. Il est plus mécanique qu'organique, celui que j'ai fait. Et là, c'est là que Gary s'est mis à s'en servir. Après, ils bon, on va s'en servir. D'accord. Ah oui, ok. Ah bah ça c'est une belle anecdote. Ok, je savais pas qu'il y avait une explication. Je savais que Gary Hudson était très attaché au modèle original du Viper, de la série originale, on va dire, et que c'est pour ça qu'il voulait que le Viper Mark II, reste proche, on va dire, de celui de la série originale. Mais d'accord, là vous m'avez donné une bonne info sur le Mark VII. Ok, je comprends mieux. Moi, Gary, même si au début on se connaissait pas, on s'est connus quand il m'a passé mon entrevue pour travailler pour Battlestar Galactica, mais on était plus qu'on travaillait ensemble, plus qu'on avait les mêmes idées après à qu'est-ce que Battlestar devrait ressembler. On avait vraiment beaucoup d'affinités à propos de ça. C'est pour ça qu'il me donnait beaucoup de liberté pour les designs, parce qu'il me faisait confiance. Il savait que qu'est-ce que j'étais pour faire, c'était plus proche de qu'est-ce qu'il voulait. Ah, excellent. C'est pour ça même les robots, le seul que j'ai pas vraiment designé, c'est le Battlestar Galactica même. Ah oui, le vaisseau mère, le Galactica. Ouais, lui, parce qu'il était déjà fait. Okay. Mais toutes les autres autos, je les ai quasiment toutes refaites. Ah oui, d'accord. Ben justement, je vais parler maintenant du moment où vous avez rejoint officiellement la série, puisque donc, comme on le disait avant, vous êtes resté employé de Eden FX jusqu'en 2006, et d'ailleurs, pendant cette période, vous avez par exemple travaillé sur le film Serenity, qui était sorti en 2005, qui finissait la série Firefly. Vous avez travaillé sur le pilote de la série Surface, qui vous avait valu une nomination aux Emmy Awards en 2006 dans la catégorie des meilleurs effets spéciaux destinés à une série. Et puis, donc en 2006, Eden FX a réduit ses effectifs à cause d'une diminution de la charge de travail. Et c'est là que vous avez rejoint l'équipe de Gary Hudson au studio Universal pour travailler à plein temps, cette fois, sur Battlestar Galactica, à partir de la saison 3, en gros, à partir du début de la saison 3. Et si j'en crois ce que vous racontez sur votre site internet, eh bien, votre première mission, ou l'une de vos premières missions, a été de retravailler le design du Raptor, qui est renommé le Rapace d'ailleurs dans la version française de la série. Oui, c'est très bizarre. Oui, j'ai toujours trouvé ça très étrange. C'est pas un beau nom. Non, c'est très bizarre, le Rapace, c'est pas la même chose, alors que les Français savent très bien ce qu'est un Raptor, donc ça n'a pas de sens. Ouais, ça, le Rapace, mais le Rapace, c'est-tu la traduction de Raptor, un Rapace? Ben non, pas du tout, un Raptor, c'est un Raptor, quoi, c'est un... Ouais, c'est il me semble une Rapace, c'est plus... c'est pas un beau nom. Ouais, c'est bizarre. Un rapace, c'est un aigle, un faucon, c'est un oiseau, en fait, un grand oiseau. Ouais. Un raptor, c'est un raptor. Tout le monde sait ce qu'est un raptor. Bah bon, j'ai jamais compris. C'est un dinosaure, finalement. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de cette première expérience justement de retravailler le raptor pour la série? Le Raptor, c'est la même affaire. C'est Gary, je pense que c'était le vaisseau spatial qui aimait le moins. Ah oui? Oui, il l'a jamais aimé, ce vaisseau-là. Il détestait. Le problème là-dedans, encore un coup, c'est qu'ils ont fait un vrai... ils ont construit un vrai vaisseau du Raptor. Oui, c'est vrai. Il y en a un. Il est comme... Dans ce temps-là, c'est fini. Il n'y a plus grand-chose à faire dans ce temps-là. C'est comme, faut que tu copies qu'est-ce qui existe sur le set. Mais le modèle 3D, il était pas vraiment... je sais pas qui l'a fait, mais il était pas vraiment bien fait. Il était encore pire que l'original qu'ils ont fait. Il était pas... Fait que là, finalement, je l'ai redessiné. J'ai changé une coupe d'affaires dessus. Minimum. Pour quand même que ça reste, que le monde ne soit pas choqué en disant que c'est même pas le même vaisseau. Oui. Puis j'ai proposé à Gary, j'ai dit je peux pas faire beaucoup de choses avec le design parce qu'il existe déjà.
J'ai rajouté des détails. Le mien, il y a plus de détails que celui du 7. Si tu regardes le mien, comme les moteurs, tout ça, j'ai mis des détails dessus, puis, en tout cas, sur les moteurs, puis sur le plating aussi. OK. J'ai changé un peu la ligne. Le mien est un peu plus long aussi. Parce que Gary, il trouvait qu'il était trop D'accord. un peu plus long. Fait que je l'ai mis un peu plus long. Je l'ai lancé un peu plus. Et il trouvait que, comme je t'ai dit, il l'a jamais vraiment aimé, mais qu'est-ce que je lui ai proposé, c'est que faire comme ils font comme les Blackhawks ou les hélicoptères d'attaque. Ouais. Pour ajouter des mitraillettes, puis des rocket launchers dessus. Puis en faisant ça, ben, ça a changé la dynamique du vaisseau. Ça l'a mis plus agressif, plus fun à voir aussi à voler. Fait que la plupart du temps, il était toujours armé aux dents. Parce que c'était plus le fun à regarder. Il était comme tout nu un peu. Il y avait pas vraiment grand-chose qui se passait sur ce vaisseau-là. Oui, je vois. Effectivement, donc c'est à vous qu'on doit ces gros lance-missiles qui s'ajoutent, effectivement, d'accord. C'était pour faire plaisir à Gary, finalement, parce que Gary, il l'aimait pas, il dit, il est plate à regarder. Ils n'ont jamais trouvé une bonne angle. C'est pour ça que quand tu le vois je pense qu'il est dans le pilot, il est dans le noir. C'est comme tu vois juste, tu vois juste une silhouette. Tu peux pas vraiment le voir clairement c'est quoi. Mais après ça, ben, quand il y a eu le modèle que j'ai fait, là, ils sont mis à le montrer plus. D'accord, super, merci. Merci à vous pour tout ça, pour tous ces vaisseaux qu'on a pu voir davantage, donc à partir du moment où vous les avez retravaillés. Ouais. Ah, c'est chouette. Mais il n'y a pas que des vaisseaux que vous avez retravaillés, vous avez aussi créé des nouveaux modèles, notamment pour la saison 3, puisque dans l'épisode 8 de la saison 3, eh bien, il y a de nouveaux vaisseaux, puisqu'on découvre le Battlestar Valkyrie, sur lequel Adama et le colonel Tai avaient servi autrefois, et puis il y a le personnage de Bulldog qui fait son apparition pendant un épisode, où on voit que dans le passé, il avait piloté un vaisseau furtif, le Stealth Star, que vous avez également designé. Donc là, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment vous avez approché ces projets, puisque là, c'était des créations originales, en partant de zéro, j'imagine. Oui, le Valkyrie, c'est intéressant parce que quand j'ai fait le design quand il a vu que j'avais fait le design pour le Viper, Gary m'a demandé de faire un design aussi pour le Battlestar Galactica. Puis pendant le temps que je faisais le design pour le Battlestar Galactica, c'est que les producteurs, ils voulaient avoir quelqu'un attaché, un designer avec un nom populaire. Fait qu'ils ont demandé un designer fameux de redesigner le Battlestar. Fait que le design que vous avez, qu'on a eu dans la série, c'est lui qui l'a fait, mais il était pas trop unanime parce qu'il avait l'air d'un Zeppelin, une espèce de ballon gonflable. Le design était... même les fans pour longtemps, c'était comme l'affaire qui aimait le moins, c'était le nouveau design du Battlestar. Puis le Valkyrie, c'est ironique parce que c'est le design que j'avais fait pour le nouveau Battlestar Galactica. D'accord, je savais pas. Il était pas exactement ça ressemblait à ça. C'est où est-ce que je m'en allais pour le faire, le Battlestar. C'était plus quelque chose comme ça, plus comme la série originale. Mais je voulais faire comme lui, je l'ai pas fait pour le Valkyrie, mais le Battlestar Galactica, de la manière que j'avais vu, c'est que c'était plus semblable comme la série originale. Mais la tête du Battlestar, c'est comme un 747. Ça aurait été un peu élevé. Ça l'aurait mis encore plus massif. D'accord. Et puis le Valkyrie, c'est pas mal ce qui aurait ressemblé le Battlestar Galactica. C'est où ce que je m'en allais pour le design. C'est finalement Gary, il a toujours aimé ce design-là, fait qu'il m'a dit, ben, fais-moi on va s'en servir comme le vaisseau du futur. Puis ils ont fini par s'en servir. Il était supposé, j'ai mis du temps dessus, mais je savais que c'était comme, il appelle ça en anglais un throwaway. Ça s'appelle, tu fais quelque chose, ils vont s'en servir une fois, puis on ne la reverrait plus jamais. Fait que c'est pour ça que j'ai mis du temps dessus, mais j'ai pas trop mis de temps non plus, parce que je savais que c'était quelque chose qu'on voyait une fois,
2-3 shots, puis on ne la revoit plus jamais, c'est fini. Mais finalement, je pense qu'ils l'ont tellement aimé qu'ils s'en ont servi pour une couple de choses après. Pour, je pense, 2 ou 3 autres séries, des mini-films qu'ils ont fait. On le revoit dans Blood and Chrome, effectivement. C'est ça. Et je pense aussi qu'il y a eu le jeu vidéo Battlestar Galactica Deadlock qui a pas mal réutilisé ce modèle aussi. Ça, je l'ai pas vu. D'accord. Mais je pense que Razor aussi, il était dans Razor, ils sont servis du Valkyrie. Possible, ouais. Ok. C'était mon design que moi je travaillais dans ce temps-là pour remplacer le Battlestar Galactica, mais l'autre il est arrivé avant, puis on dit qu'on prend lui. J'ai pas eu le temps vraiment de présenter rien. Mais Gary, lui, il l'avait vu. Ok, et il l'a gardé. Il l'a gardé, mais il s'en est souvenu. Il dit, OK, on va s'en servir, même si c'est pas le Battlestar Galactica, on va s'en servir pour le Valkyrie. Et puis finalement, le monde l'a bien aimé. Ouais. J'ai trouvé ça le fun. Je dis, OK. Fait que finalement, c'est bon à savoir. oui, non, c'est un vaisseau qui est populaire, effectivement, qui est un petit peu connu. Et c'est un très beau design. Alors, dans la série, ils l'ont fait beaucoup plus petit que le Battlestar Galactica pour montrer la différence. Mais c'est un très, très beau design que j'aime beaucoup, ouais. Lui, quand je l'ai reconstruit, c'était supposé être un destroyer. C'est pas un Battlestar, c'est pas un gros, c'est juste un escorte. Oui. Ça, les vaisseaux escorte, c'était un vaisseau escorte, finalement. Fait que je l'aurais désigné pour le mettre beaucoup plus petit. Fait que, OK. C'est ça. Okay. Le Stealth Star, lui, c'est que je pense que l'année d'avant, ils ont fait un Stealth Star, mais encore là, c'était plus un vaisseau que quelqu'un avait fait dans un des ingénieurs qui avait fait dans la série. Oui. Puis Gary, il l'aimait pas il n'aimait pas le design. Ah bon, celui-là aussi. Oui, alors là, vous parlez du Laura, effectivement, qui est construit par le chef Tyrol à partir de pièces qu'il trouve et qui n'apparaît finalement pas beaucoup dans la série, mais dans 1 ou 2 épisodes, il est un peu au centre, oui. C'est que l'affaire là-dedans, c'est que dans l'histoire, de la manière qu'on l'a fait, c'est que lui, il a essayé de recréer cette star que j'ai faite. C'était ça qu'il essayait de faire, finalement. D'accord. Avec les pièces qu'il a trouvées pour faire quelque chose de semblable. Fait que plus tard dans la série, là, on voit le vrai Stealth Star, qu'est-ce qu'il a vraiment l'air. C'est avec le vrai Stealth Star. C'était ça qui était supposé, mais on l'a jamais expliqué nulle part, mais c'était l'ingénieur, c'était ça qu'il essayait de reproduire avec les pièces qu'il avait. Ok. Ah oui, donc je pensais pas que l'histoire c'était dans ce sens-là, effectivement. Donc votre modèle existait avant celui qu'on a vu dans la série, le Laura, et que finalement on a très peu vu, et ensuite votre modèle à vous a été réutilisé pour l'épisode avec Bulldog. C'est ça. C'est comme si quelqu'un essaye de recréer ou va faire quelque chose semblable à ce qui existe déjà. C'est vrai. Mais il n'y a pas les pièces pour le faire, parce que ça, je veux dire, le Stealth Star, c'est un vaisseau manufacturé. Lui, c'est fait dans son garage, tu sais, c'est comme... Tu prends les pièces que tu peux pour recréer ce que tu peux. Ouais. D'accord. Encore là, ça n'a jamais été expliqué, cette chose-là. D'accord, oui, non, effectivement, c'est pas du tout expliqué dans la série, mais d'accord, on a la backstory, alors, comme ça. C'était ça, moi et Gary, qu'on était venus, disons que c'est ça l'histoire. Parce qu'il voulait pas... Au début, il voulait je pense que les writers voulaient reprendre le Stealth Star qui avait déjà été fait. Ouais. Mais là, à cause que c'était trop archaïque, c'était comme... Il n'y a pas personne qui volerait une chose comme ça, qui mettrait ça en série. Fait que là, c'est là qu'on est venu avec l'idée du Stealth Star. Ça a du sens. D'accord. Donc il y avait bien un lien entre ces deux vaisseaux furtifs et noirs et un petit peu plus carrés parce qu'ils sont furtifs. D'accord. Je pensais pas qu'il y avait un lien aussi précis. Merci pour cette anecdote. On en a déjà un petit peu parlé, mais donc vous avez au cours de la série, vous avez redesigné plusieurs modèles 3D, comme le Viper Mark VII dont on a parlé avant, mais aussi le Raider Cylon ou le Centurion, même le modèle 3D du Centurion, parce que vous n'avez pas fait que des vaisseaux. Est-ce que tous les modèles ont été un petit peu retravaillés comme ça? Est-ce qu'il y a eu d'autres vaisseaux Il y a eu je me souviens plus du nom, c'était quoi le nom? Faudrait que je regarde les noms, je me souviens plus vraiment.
Là, je regarde dans la collection des vaisseaux, c'est lesquels. Il y avait un... c'est quoi là? Ok. Je pense que c'est celui avec l'espèce d'orbital, le centrifuge. Ah oui, un des vaisseaux de la flotte, effectivement. Ouais. Ah, j'ai plus son nom. D'accord. Non, celui-là. Comme tu dis, ça fait un bon bout de temps. Ouais, je l'ai plus en tête non plus. Mais je vois très bien lequel c'est. Oui, c'est un vaisseau avec un énorme anneau qu'on voit souvent près du Galactica, qui accompagne la flotte. D'accord. D'accord. Je l'ai vu effectivement sur votre site internet, mais c'est vrai, j'ai pas noté son nom. Je vais regarder, je vais aller sur... parce qu'ils ont changé mon Sci-Fi Museum, ils ont changé il y a une autre compagnie, puis là, il marche comme bizarre. J'ai de la misère à me retrouver dedans, il faudra que je leur fasse quelques modifications dedans. Oui, effectivement, les menus de votre site internet... Ouais, les menus, ils ne marchent plus, ils ont changé. Parce que ça a été une autre compagnie qui l'a acheté, mais ils n'ont pas updaté... je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait au... je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait au juste, là, mais ils ont comme modifié, puis... ok, là, ici, regarde. Ça, c'est une autre chose qu'il va falloir que je m'occupe à un moment donné. Je suis dans mon website, puis je me retrouve même pas. Ok, c'est Oui, j'ai eu un petit peu de mal aussi à naviguer dessus. Je sais, c'est parce que j'ai pas eu le temps vraiment de l'updater dernièrement. Mais je vais regarder aussi. En tout cas, c'est pas grave. Continuez, je vais c'est pas bien grave, oui. Pas grave. Okay. Là, je l'ai retrouvé, c'est le Ring Ship, tout simplement. Ah, Ring Ship? Ok, ouais, ça se peut. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est ça, ouais, t'as raison. Ouais, c'est le Ring Ship. Bah, il y en avait quelques autres. Il y avait le Demetrius qui fait partie de la flotte également. Oui, c'est vrai, aussi, oui. Ok, le Geminon. D'accord, le cargo. Ah oui, ok. Donc vous avez redesigné comme ça des vaisseaux de la flotte en fait qui accompagnent le Galactica. Ok. Ouais, surtout quand il y avait aussi on avait faire des IRES, fallait update. Des fois, quand il y avait des close-up, fallait les refaire la partie. Fait que... D'accord, ah oui. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez retravaillé les canons du Galactica pour les gros plans? Ouais. D'accord, en haute résolution. Ah, mais super. Bon, oui, souvent, on fait, parce que le Battlestar Galactica, il était déjà vraiment... je pense que quand que je l'ai eu, il y avait 6 millions de polygones. Il a fallu que j'enlève des polygones dessus parce que dans ce temps-là, ça ralentissait les renders de beaucoup. Fait qu'il y avait beaucoup de choses. Fait que, il a fallu que je leur modifie. Puis, mais quand on avait à rajouter du détail dessus, on faisait juste une section pour pas traîner ça tout le temps. Oui, d'accord. C'est des affaires techniques, c'est pas important. Ok, non, bah c'est intéressant de savoir aussi qu'est-ce qui dirige certaines décisions. Hein. Ok. Alors on va passer maintenant à la fin de la saison 3. Donc là je vais spoiler un élément très très important de la série. Donc je rappelle à nos auditeurs, si vous n'avez pas regardé encore la série, arrêtez tout de suite l'écoute de cette entrevue et finissez peut-être au moins de regarder la saison 3 parce que là il y a un élément très important que moi j'ai découvert sur votre site internet puisque ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans la série. À la fin de la saison 3, on découvre que Starbuck, Cara Trace, revient après qu'on l'ait vu disparaître quelques épisodes auparavant. Et bon, dans la série, elle revient dans un Viper Mark II, tout neuf, tout beau, tout propre. Mais ce n'était pas ce qui était prévu à l'origine. À l'origine, on vous avait demandé de travailler sur un nouveau modèle de Viper exclusif pour cette scène, pour le retour de Starbuck, qui aurait dû s'appeler le Viper Mark XIII. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce modèle que j'ai complètement découvert sur votre site internet et que je trouve superbe et que je trouve bien dommage qu'il ne soit finalement pas apparu dans la série? Oui, ça a été spécial. Ça c'est Gary qui est venu avec l'idée du Mark 13 ou 12, c'est que 12? 13, non, c'est 13. 13, ok, ça. Si je me souviens bien, on a eu une grosse discussion à propos de ça parce que ça, c'est drôle parce que je me souviens là, quelque chose qui m'avait fait. C'est parce que
la raison pourquoi ils ont tué Starbucks, c'est parce que l'actrice, elle voulait renégocier son contrat. Puis, la production... Ça, c'est la vraie histoire. Ça n'a rien à voir avec Battlestar Galactica, ça a rapport avec elle directement. Fait qu'elle voulait renégocier son contrat, puis la compagnie a dit non, on vous donne pas plus d'argent. Puis la fille a dit ok, je m'en vais. Fait que là, ils ont dit bon, là, ça va, faut qu'on la tue. Mais là, je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça mêlait toute l'histoire. Fait que finalement, ils ont donné l'argent, puis ils l'ont fait revenir, mais là, il l'avait déjà tué. Fait que là, fallait que les écrivains, il fallait qu'ils trouvent une idée pour la faire revenir. Eh oui. Puis ça, fait que là, finalement, là, c'est là qu'ils sont venus avec l'idée de... Elle revient avec Viper, flambant neuf. Mais Gary, là, je me souviens pas exactement qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, mais ça a un rapport avec les 13 colonies. C'est ça, il y avait, si j'en crois ce que vous dites sur votre site internet, c'était le Viper Mark XIII parce qu'il était lié à la 13e colonie de Kobol, à savoir la Terre. C'est ça. Puis ça a rapport aussi avec les je sais pas si c'est le Mark XIII, si tu as remarqué, il a l'air un peu silent style. Ah oui, il y a une inspiration du monde des Cylons. C'est ça, c'est un hybrid between un Viper puis un silent ship. Le vaisseau, celui avec l'espèce de... Oui, le croissant. Ouais, le croissant, c'est ça. Le croissant, le Raider Cylon. C'est un hybride entre le croissant parce que c'était supposé d'être l'espèce de réunion. C'est que là, à ce moment-là, les Cylons et les humains ils vivent en harmonie ensemble. Il était supposé avoir toute une histoire autour de ça, mais finalement, ils n'ont jamais expliqué rien. Mais je me souviens qu'à un moment donné, ils m'ont demandé de faire un vaisseau, un Viper, un hybrid entre les Cylons, les Cylons puis le Viper. C'est là que je suis arrivé. Parce qu'elle, pour quelle raison, elle a fini avec eux autres, ou je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Je me souviens pas c'était quoi vraiment, ça a été ressuscité par eux autres ou quelque chose. Mais l'idée c'était ça. Mais je ne sais pas pourquoi exactement ils ont décidé de jeter l'idée de ne pas prendre ce Viper-là, mais je sais que je l'avais déjà construit. Fait que les fans, étant donné qu'il n'a jamais passé à la télévision, je vais le mettre pareil sur mon site, parce que c'est le fun de voir les choses que des fois qui ne servent pas. Comme je t'ai dit, ils appellent ça des throwaways. Je veux dire, ils n'en veulent pas. Fait que dans le fond, les droits, ils m'en reviennent. Je peux leur prendre, puis ils n'ont pas un mot à dire. C'est comme ils l'ont jeté. Fait que je veux dire, c'est pas à eux autres, c'est plus à eux autres. T'sais, quand quelqu'un jette de quoi dans les vidanges, je veux dire, j'ai le droit de leur prendre des vidanges, puis dire, ben, quand je vais le montrer au monde, qu'est-ce qui était supposé d'être. Ou, ça a été la même affaire avec Star Trek, avec le Bird of Prey. J'avais fait Bird of Prey pour le Star Trek, le deuxième Star Trek de J.J. Abrams. Il m'avait demandé parce qu'il n'aimait vraiment pas le design du nouveau... c'était pas un Bird of Prey, c'était une autre affaire. Mais je sais que les fans, même le gars, le directeur, le directeur artistique, il l'aimait pas pantoute. Ils ont fini par le prendre. Mais ils m'ont demandé de redesigner, mais je me souviens pas. C'était une histoire politique, finalement. Là. Star Trek, c'était bien bizarre, eux autres. Parce que toute la gang de J.J. Abrams, si tu avais déjà travaillé sur Star Trek, ils voulaient pas que tu travailles pour eux autres. Fait qu'aussitôt qu'ils ont su... Parce que ma compagnie, ça a juste à donner que la compagnie pour laquelle je travaillais, lui, il savait que j'avais déjà travaillé sur Star Trek, c'est pour ça qu'il m'avait demandé. Mais les personnes de J.J. Abrams, quand ils ont su que j'avais déjà travaillé sur Star Trek, ils ont dit « Oh non ». Fait qu'ils ont rejeté le design même avant de l'avoir vu. Ah mince, d'accord, je comprends. Ouais, c'est une affaire politique. Ah oui. Su que j'avais travaillé, il s'en sacrait. Non, il a travaillé sur Star Trek, on veut pas qu'il soit impliqué. Parce que je sais pas si c'est une affaire d'ego ou quoi que ce soit, mais je suis pas le seul. Il y a beaucoup de monde dans mon cas que tous ceux qui avaient travaillé sur Star Trek, J.J. Abrams, ils ont comme dit allez jouer ailleurs. Parce que c'était bien bizarre. Ça, c'est une autre histoire. Mais j'avais vu effectivement ce Bird of Prey, donc des Klingons que vous avez designé pour le film Star Trek Into Darkness, il est aussi sur votre site. C'est ça, mais c'est drôle parce que la joke là-dedans, c'est que si tu marques Bird of Prey Into the Darkness, le premier qui rentre, si mettons tu regardes sur Google, c'est même pas celle-là du film, c'est le mien.
Puis nous, Ah oui. Fait que c'est juste pour te dire comment que les fans, ils ont dit, il a jamais été aimé, ce vaisseau-là. Fait que même quand moi je l'ai vu, je dis, il a l'air d'une pinotte avec 2 ailes. Je dis, le gars, il a vraiment fait ses recherches pour... il a essayé d'aller trop loin de... c'est comme je t'ai dit, moi, j'ai toujours l'inspiration de dire, je prends qu'est-ce que le Bird of Prey a l'air, puis je mets la nouvelle voiture. J'essaie pas de jeter ça au vidange, puis moi, je refais mon affaire de mon bord. Ça marche pas toujours comme ça avec qu'est-ce qui a déjà été établi, l'établissement En tout cas. Oui. J'ai comme dérivé. Non, mais c'est super intéressant, mais parce que effectivement, je voulais aussi vous poser la question. Je pense que ça fait partie de votre métier, parfois, de créer des modèles comme ça qui finissent par ne jamais être utilisés. Je pense que ça doit arriver souvent. Ouais, c'est commun, ça. Dans le métier, c'est commun, ça. C'est pas juste moi, c'est tout le monde, ça. Surtout ceux-là qui font du design tout le temps. C'est comme... ils vont faire 10 designs, puis là, ils vont l'approuver. Fait que pour moi, c'est pas une grosse affaire, parce que mais pour ceux-là qui font ça, c'est leur métier d'être un designer. C'est comme... je pense qu'il y a quasiment 5% ou 10% de leur design qui vont être approuvés. Le reste, ça va être tout au vidange. Ah ouais, quand même. Ça fait partie de la game, ça. Ouais, ça fait partie du métier. Ouais. C'est normal. Ok. Alors, on va passer maintenant au téléfilm Razor, qui avait été diffusé entre les saisons 3 et 4 de Battlestar Galactica, puisque pour ce téléfilm, vous avez eu l'opportunité de moderniser, encore une fois, 2 designs iconiques, cultes de la série originale des années 70, puisque là, il s'agissait de redessiner le Raider des Cylons, mais la forme originale, pas celle en forme de croissant, et puis le Centurion aussi, le fameux Centurion Cylon avec son casque, qui est une icône vraiment de la pop culture, parce que ces 2 designs, on devait les voir dans les flashbacks qui se déroulent pendant la première guerre contre les Cylons. Donc vous, en plus, vous avez vu la série originale quand vous étiez jeune, donc est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette expérience de travailler comme ça sur des designs iconiques qu'il fallait, j'imagine, un petit peu moderniser, mais sans trop les modifier pour qu'ils restent reconnaissables par les fans? Pour moi, c'était tout un honneur, spécialement si j'ai grandi à Québec. C'était comme, pour moi, à ce point-là, c'était vraiment... En plus, je veux dire, dans ce temps-là, c'était vraiment pas... C'était pas une idée qu'un jour, je vais être capable de redesigner. C'était même pas une idée que c'était pensable. Quand Gary il m'a donné il m'a demandé de faire ça, pour moi, j'ai comme pris ça personnel. Je comprends. C'est plus qu'une job à ce moment-là. C'est que pour moi, même encore aujourd'hui, après toutes ces années-là, dans toutes les compagnies que j'ai travaillées, pas tous les projets que j'ai travaillés, Battlestar Galactica, c'était c'était le haut de ma carrière, en fait de job, parce que j'avais tellement de liberté. Puis travailler avec Gary, c'était incroyable, parce que je veux dire, il me faisait confiance. Je veux dire, c'est travailler avec quelqu'un qui te donne quasiment une carte blanche. Fait que c'est pas quelque chose commun dans le milieu. D'accord. C'était vraiment un job de rêve. Je veux dire, il me laissait faire pratiquement tout ce que j'avais envie de faire, toute la créativité. Il n'y avait pas vraiment de limite. C'est wow. Te laisser aller. C'est quelque chose d'extrêmement rare dans notre domaine. D'accord. Parce que c'est vraiment comme... il y a beaucoup de politique, puis je veux dire, il y en a toujours qui mettent le nez dans les places que si vraiment le design est bon, ils vont, juste parce qu'ils ont décidé que c'était pas ça, ils veulent d'autres choses. Mais avec Gary, c'était vraiment facile de travailler avec lui. Il faisait confiance à son équipe. Ok, super. C'était vraiment bien de travailler avec lui. Super. Puis, non, c'est ça, c'est quand il m'a demandé... je veux dire, on a parlé un peu, mais pas beaucoup. Il m'a dit, il dit vas-y, puis amuse-toi avec ça. Il dit, on a besoin de prendre l'ancien modèle, puis mets-le à ton goût. Gary, c'est le même qui parle. Il dit, do something cool. Ah ouais. Gary,
c'est quoi les instructions. Gary, il était vraiment honnête avec... c'était un gars des plus honnêtes avec qui j'ai travaillé. S'il savait pas ce qu'il voulait, il te le disait. Il te faisait pas croire que c'était dans notre domaine à cause que c'est ton boss. Il faut toujours qu'ils te montrent qu'ils savent ce qu'ils... Même s'ils disent rien, il y en a beaucoup qui parlent, mais ils disent absolument rien. Oui, oui. Donc, faut que je te montre que je suis ton boss, puis que... Mais Gary, sais-tu quoi? Je sais pas ce que je veux. Je veux dire, come up with something. C'est comme... Fais quelque chose que... Montre-moi quelque chose fais-moi quelque chose de fun. C'était toujours comme ça avec lui. Fais quelque chose de fun. C'est génial. Ouais, ça met beaucoup de pression sur tes épaules. Au début, ça m'a mis de la pression, parce que je savais pas trop qu'est-ce qu'il veut dire par là. Tu sais, quand tu viens de commencer à travailler avec lui, c'est comme le Raptor, quand il me dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il dit, amuse-toi, fais quelque chose de le fun avec. Ah ouais. Comme, il m'a mis nerveux, parce que là, je ne connais pas le gars, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien sûr. C'est pour des directions, c'est assez vague. C'est comme, il était honnête. Quand il me disait ça, il voulait vraiment que je m'amuse, puis j'explore des possibilités avec. Puis quand j'ai proposé l'affaire des machine guns, puis les lance-grenades, il était comme, go for it. C'est comme, vas-y, c'est parfait, ça va marcher. Ça a été la même affaire avec le Siren. Il dit, je pense que la seule directive qu'il y avait, il dit, la seule affaire qu'il voulait pas, je veux pas que le robot il a l'air d'un gars d'un suit. Ah oui, alors ça c'était effectivement flagrant dans la série originale, on voyait très bien que c'était quelqu'un dans un costume. Ouais. Et vous avez réussi à retravailler ce design pour que ce soit un vrai robot où on n'a jamais l'impression que ça peut être quelqu'un dedans. Oui. C'est ça. C'était vraiment la direction. Il disait ça en farce, là, c'était une farce qu'il disait dans le fond. Mais c'était ça. Il voulait pas. Il dit il fallait que ça ait l'air d'un robot, que ça ait pas l'air comme des années 70 avec un gars de. Fait que finalement, je suis parti à partir de là. Mais je voulais pas non plus aller trop loin pour dire que ça a pu l'air de. Je voulais vraiment que le monde, tu sais, comme les nostalgiques, comme toi aussi, t'as vu la série originale ou n'importe qui, que quand ils voient ça, c'est comme. Mais qui voit la face du robot, c'est pas. C'est quoi ça? Tu sais, je veux dire. Je voulais qu'ils même modifient un petit, au minimum, qu'ils le reconnaissent tout de suite sans que il faut qu'ils pensent deux fois. C'est quoi je regarde? Je voulais qu'ils le reconnaissent tout de suite. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai vu le téléfilm Razor pour la première fois, je peux vous dire, j'étais comme un fou. Je me disais, mais c'est génial, ils ont repris les designs originaux pour montrer des scènes de la Première Guerre. Moi, j'ai trouvé que c'était une idée extraordinaire. Donc ça marche, vraiment, c'est génial ce qui a été fait. C'est la même chose là, avec... parce qu'à un moment donné, on n'a pas eu l'opportunité... c'est parce que je sais pas si tu te souviens de la série originale, il y avait des sabres, il y avait des épées. Oui, tout à fait. Puis je veux dire, là, on pouvait pas vraiment mettre ça, parce que là, ça se tient plus vraiment debout, parce que c'était des hommes, des robots, ils n'ont pas d'épée. Mais on voulait quand même faire la nostalgie, ou comme il appelle ça un Easter Bunny, tu sais, comme quelque chose que tu te rappelles de l'original. Oui. C'est qu'on voulait ramener l'épée, mais on savait pas trop où la mettre, puis finalement... On aurait désigné il y avait la place où Adama il tombe en parachute. Oui. Puis là, avec le Siren, on a mis l'épée dans le forearm, ici, là, dans la bras. Il sort ici. C'est là qu'on s'en est servi pour le mettre là. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça l'hommage à l'épée qui pendait toujours. C'est ça. Fait qu'au lieu on l'a mis là quand ça a sorti, mais. Ceux-là, vraiment les fans qui se souvenaient de ça, ils peuvent voir, ils ont gardé l'épée, ils l'ont encore. C'est juste que c'est plus comme un mécanisme au lieu de l'avoir. Parce que là, c'est un robot, fait qu'on peut faire ce qu'on veut avec. C'est vrai, c'est une super idée. Fait que c'était pour ça c'était plus avec la nostalgie qu'on a fait ça. Ok. Bon, visiblement, ça a plu. Moi, je suis certain que je suis pas le seul, en tout cas, à avoir apprécié ces designs. Et puis, j'en profite pour préciser que les effets spéciaux du téléfilm Razor vous ont permis de remporter, vous et votre équipe, un Visual Effects Society Award en 2008. Donc, c'était vraiment du travail de qualité. Ok, on va passer maintenant, après Battlestar Galactica, on va parler un petit peu du spin-off Caprica.
puisque vous avez également créé des modèles pour cette série. Il y a eu un transport lourd de troupes qui s'appelait le Black Hawk, qui était inspiré du transport hybride Osprey V-22 de l'armée américaine, et puis mélangé avec l'hélicoptère Seahawk qui est utilisé par l'US Navy. Mais il y a également eu 2 modèles que je trouve absolument superbes. Vraiment, il y a le Vintage Viper, qui est inspiré du chasseur P-40 de la Seconde Guerre mondiale, avec une hélice, la peinture camouflage et puis les dents de requin qui sont peintes à l'avant, sauf que là l'hélice est à l'arrière. Je trouve ce modèle sublime. Et puis le Air Force Viper, donc ce sont les précurseurs du Viper, sauf qu'ici ils vont pas dans l'espace, ils sont dans les airs. Et le Air Force Viper, lui, c'était un mélange entre le F-14 et le F-18, mais on reconnaît quand même qu'il y a quelque chose. Le prix, c'est le devant du P40, P40, le F18, puis F4. Je me souviens bien, ça fait longtemps, mais je pense que je vais servir 3 ou 4 modèles pour dire que j'avais tout mis ça ensemble. J'avais pris mes designs favoris, puis je les avais mis ensemble. C'était plus une joke, c'était plus un essai que je savais même pas comment c'était pour sortir. C'était plus pour une expérimentation, pour le fun que j'avais fait ça. Bah, c'est super réussi. Ah oui, non, vraiment, ça marche super bien parce qu'on voit en plus, on voit la continuité dans les modèles. Quand on voit vraiment le vieux modèle, le vintage, bon bah on reconnaît le chasseur de la Seconde Guerre mondiale. Mais après, quand on voit le Air Force Viper, on voit très bien qu'on a gardé certaines lignes, notamment pour le nez, des choses comme ça, et qu'on commence aussi à avoir les ailes du Viper Mark II, et on comprend le lien qu'il y a plus tard avec le Viper Mark II qui lui va dans l'espace. Donc ce sont vraiment des modèles superbes, je trouve. Et est-ce que, en dehors du fait que vous vous êtes inspiré de vos avions de chasse favoris, est-ce qu'il y avait une autre façon de travailler, puisque là ce ne sont pas des vaisseaux spatiaux mais des avions, ou est-ce que vous vous êtes juste lâché, vous êtes juste amusé sur des modèles que vous appréciez, quoi? Ouais, c'était pas mal ça. Il n'y avait pas de design. Même, je pense que c'était même pas supposé. Je me souviens que les writers, il y a eu un problème à un moment donné, c'est que les writers, il y avait plus vraiment de. Quand on lisait les scripts, il y avait plus d'éléments de science-fiction dedans. C'était rien du blablabla, puis il y avait plus de robots, il y avait rien. C'était comme. Ça, c'était une autre histoire. Je n'irai pas dans ces détails-là, parce que c'est une autre histoire, mais. Les writers, ils ont arrêté les effets spéciaux. Fait qu'à un moment donné, on s'en regardait, ben là, c'est un show de science-fiction, il n'y a plus de science-fiction. Il y a beaucoup de choses dans Caprica que c'était nous qui les mettait dedans, parce qu'ils n'étaient même pas dans le script. Ah oui, d'accord. Ça commençait à être un problème à un moment donné. Ben là, c'était un show avec supposément des robots. Ça, c'est rien des petites filles qui parlent ensemble. À un moment donné, on s'est dit, si vous ne mettez pas une histoire avec des robots, le monde va se tanner, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Le show n'a pas duré plus qu'un an, parce qu'on leur a dit. Si on est prêt à faire tous les effets spéciaux, mais si vous avez pas, vous mettez plus dans l'écrit, il n'y a plus de place pour nous. C'est un problème, parce que là on fait de la science-fiction, puis il n'y en a plus de science-fiction. Caprica, ça a été un gros problème à propos de ça. C'est nous qui mettions les effets dedans. D'accord. Il fallait les rajouter, puis c'était quasiment une bataille avec les écrivains pour faire ça. Ça devenait un peu compliqué. Ouais, je comprends. En fait, je suis pas surpris parce qu'effectivement, moi, c'était un petit peu pour ça que je décrochais de Caprica, parce que ça parle de rivalité entre des familles, des histoires, tout ça. Mais on avait perdu le côté science-fiction, effectivement. Je trouvais ça très dommage. C'était pas... puis même, il y a un moment donné, j'avais parlé avec un writer, puis même la fin de Battlestar Galactica, c'est moi puis mon collègue qu'on leur a dit, faut que vous finissiez avec une bataille avec les Silent, les vieux puis les nouveaux qui se battent ensemble. C'est vrai. Donc ça fait, nous on pensait à Terminator comme une guerre dans le futur, c'est comme ils se battent les robots qui se battent ensemble avec les humains, mais là c'est les robots contre les humains, contre les robots, les anciens contre les nouveaux, puis c'est le free for all. Puis puis finalement, on pensait quand on nous expliquait l'histoire, c'est comme ils nous regardaient, puis on disait, si vous faites pas ça, ça donne rien de mettre
c'est quoi le but? Faites une grosse bataille, il faut que ça soit vraiment massif. Finalement, ils l'ont fait. C'est comme je t'ai dit, il fallait quasiment les pousser pour leur mettre les éléments dans la bouche pour qu'ils le fassent, parce que c'était vraiment, il était trop psychologique, puis la relation entre humains, puis il n'y avait plus de science-fiction dans leurs affaires. Puis à un moment donné, on s'est dit, hey les gars, réveillez-vous, là, faites de la science-fiction ici, là. D'accord. Parce que Caprica, il était trop tard. Les écrivains, c'était d'autres écrivains qui étaient rentrés. On n'avait plus de contrôle. Parce que les écrivains de Battlestar, au moins, on le connaissait. On pouvait leur parler. Mais les autres de Caprica, ça c'est comme... à un moment donné, on s'est dit, les gars, si vous faites pas de science-fiction, le show, il sera pas aimé. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé, malheureusement. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire des affaires. Parce que nous autres, on était sûrs que c'était la naissance des robots. Puis j'avais même l'histoire pour ça. Dans mon but, c'était pourquoi que la guerre a commencé. Je vais juste te dire l'histoire short, long story short. C'est que l'affaire là-dedans, c'est que les robots, ils étaient supposés être comme nos esclaves, finalement. C'est eux autres qui font les jobs pour tout le monde. C'était pas que des guerriers au début. C'est comme c'était le début de l'intelligence artificielle. Mais on s'en servait juste pour faire aller chercher les commissions, faire ci, faire ça. Puis c'était juste des robots de ça. Puis il y a une société des 12 colonies, qu'eux autres, ils sont servis des robots. C'est là que, tu sais, l'armée, les Cylons, d'où ce qui devient. Tu sais, on sait pas ce qu'ils ont servi, leur design, puis leur gros vaisseau rond, tout ça. C'était où qu'ils sortent, ces vaisseaux-là? Mais finalement, c'était une des colonies, ils se bâtissaient une armée pour conquérir les autres. C'était les humains qui faisaient ces vaisseaux-là, mais c'était les robots qui les construisaient. D'accord. Fait que là, ça commence comme ça, c'est que c'est les robots, c'est rien des constructeurs, c'est rien des... tes voix, c'est comme des Cylons, mais ils sont pas en chrome, ils sont comme... Ils ont des casques, mais c'est des casques... C'est dans Caprica, tu t'en souviens à la fin quand je vois les constructeurs? Oui. C'était ça mon but. Je les ai fait pour ça, c'était le début de ça. C'était ces robots-là qui construisaient les vaisseaux pour les autres colonies. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'est-ce que les humains ne savaient pas? C'est que les robots, ils étaient en train de prendre le contrôle du network. Puis quand ils ont fini de bâtir ces gros vaisseaux-là, puis tous les raiders, les petits vaisseaux, tout ça, c'était pas pour des robots, c'était pour des humains aussi. C'était pas qu'est-ce qu'ils ont désigné, c'est des humains, c'est pas des robots. Puis quand ils ont fini, ben là, c'est là, ils ont pris toute l'armée, ils ont tout pris les vaisseaux spatiaux, puis ils ont envahi les autres, ils ont tué tout le monde sur la planète, puis ils ont été conquérir les autres. C'est là que ça commençait. Puis j'avais dit ça au writer. Quand j'avais dit ça au writer, c'est pour ça qu'ils ont fini la saison de Caprica comme ça. Et oui, parce que tout... supposé d'aller. Eh oui, tout ça est montré... Ils ont dit, c'est une bonne idée, ça, c'est pas une mauvaise idée. Fait que tu regardes Caprica, comment que ça a fini. Ça a fini comme ça. C'était comme tous des constructeurs, mais c'était ça le but. D'accord, oui, parce que tout ça a été rushé dans les 5 dernières minutes de Caprica, alors qu'en fait, effectivement, ça devait être beaucoup plus développé, j'imagine. La deuxième saison, là, c'était supposé être allé sur l'autre planète. Puis là, tu vois toute l'armée qui sont en train... C'est comme les Chinois, mettons, qui sont en train de construire toute leur underground. Mais c'est la même affaire qui se passe sur une autre planète, mais il n'y a personne qui est au courant de ce qu'ils font. C'est les robots qui construisent toute leur armée, puis à la fin du compte, c'est les autres qui prennent le contrôle de l'armée, puis qui prennent tout le matériel qu'on construit. OK. C'est là que la guerre a commencé avec les Cylons, finalement. D'accord. C'était le début de la fin. Ah oui, c'est une super anecdote. Et puis alors maintenant, j'aurai une vision totalement différente de l'ouvrier Cylon qu'on voit à la fin, effectivement, avec le casque d'ouvrier. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est vous aussi qui avez designé le prototype de Cylon qu'on peut voir dans Caprica, hein, le U87, je crois. Ouais. Les autres, je sais pas si tu as vu les autres aussi, mais les autres, je pense que dans mon website, il y en a une. Si tu vas voir dans les caractères, tu peux les voir, les Cylons, c'est quoi qu'ils ont là. Ben, tu vois aussi dans Caprica à la fin, je pense que c'est le dernier épisode. Oui, à la fin, on voit plusieurs modèles, effectivement. Oui, que c'est très vite, c'est très expédié à la fin du dernier épisode, mais on peut voir plusieurs modèles, ouais. C'était ça, c'est là qu'on s'en allait. C'était vraiment par rapport... Là, ça aurait été encore plus développé par rapport aux robots. Mais il était trop tard. Le dommage il était déjà fait avec les petites filles
n'y avait pas vraiment d'intérêt de science-fiction. Je veux dire, des adolescents qui ont des problèmes psychologiques. Je veux dire, c'est pas vraiment de la science-fiction à ce point-là. C'est comme... Non, ça n'a pas réussi à bien se mélanger, en tout cas, avec les concepts de science-fiction, et du coup, c'était un peu moins intéressant. Enfin, c'est ce que je pense, en tout cas, ouais. Ok. Ouais, on est quelques-uns à penser. Bon, merci beaucoup pour ces anecdotes sur Caprica. Ça me donne un peu une autre vision de là où ça allait, même si je m'en doutais, mais en tout cas, ça confirme mon sentiment sur Caprica. Alors après Caprica, il y a donc encore eu le téléfilm Blood and Chrome. On en a déjà un petit peu parlé, puisque donc ça a été l'occasion pour vous de retravailler un petit peu le modèle, votre modèle original du chasseur Viper Mark II, pour qu'il soit intégré dans Blood and Chrome, mais plus proche de celui que vous avez conçu à la base, et donc beaucoup plus gros. Ça, on en a déjà parlé un petit peu. Mais il y avait une autre approche qui était un petit peu nouvelle pour Blood and Chrome, c'est que la série devait être tournée sur fond vert ou fond bleu, avec des décors virtuels. Et notamment le CIC, le centre de commande, la passerelle du Galactica, le décor de la série principale n'existait plus, avait été, je ne sais pas, détruit ou revendu. Quand ils ont fini, si la série est finie, ils jettent tout ça au vidange. Ils détruisent. Aïe. C'est du plywood. Et c'est comme 4-7, je veux dire, en dehors du CIC, il n'y a rien, c'est des plywood. Oui, bien sûr, oui, c'est du contreplaqué, effectivement, qui est peint. Oui, bien sûr. C'est vraiment ça, quand c'est fini, quand ils ont fini parce qu'ils ont besoin du studio pour construire pour une nouvelle série ou un film ou quelque chose comme ça. C'est rien que des hangars, finalement. Oui, c'est vrai, c'est des hangars. Oui, donc tout est détruit, ça va plus vite, on va dire. Mais c'est toujours dommage pour les fans. Ah, bah ouais, c'est sûr. Et du coup, le CIC qu'on peut voir dans Blood and Chrome, il est entièrement virtuel, tout comme les hangars du Galactica. Et vous avez construit des modèles 3D, notamment du CIC pour Blood and Chrome. Et peut-être d'autres décors, je sais pas. Ouais, dans ce temps-là, c'était des prototypes. On faisait des tests. C'est pour ça que je l'ai construit. J'ai pas travaillé directement. J'ai travaillé sur la pré-production de Blood and Chrome. OK. Mais je me souviens pas ce qui s'est passé. Je pense que la production a été comme retardée ou a été comme repoussée. Puis pour 3 mois ou quelque chose comme ça. Puis pendant ce temps-là, j'ai eu un autre job. Fait que j'ai pas pu retourner sur... J'ai eu une job quasiment après que j'ai été... on dit, on prend un break de 3 mois. Mais il y a quelqu'un qui m'a offert un job pendant ce temps-là. Fait que j'ai pas retourné. Mais j'avais fait beaucoup de pré-production des modèles, puis pour eux autres, pour préparer si on était pour l'avoir. Parce que dans ce temps-là, c'était pas un done deal. C'était pas sûr encore s'il était pour le faire. OK. C'est pour ça qu'ils ont pris un break de 3 mois. Je me souviens pas exactement c'était quoi la raison. Peut-être du rewrite, ça arrive souvent que c'est parce qu'ils sont pas prêts ou ils ont pas les budgets encore. Ou il y a bien des raisons des fois. C'est commun dans l'industrie. OK. Donc c'est pour ça que votre modèle 3D du CIC qu'on peut voir sur votre site, c'est finalement pas celui qui a été utilisé pour le téléfilm, mais vous avez quand même travaillé dessus. Vous avez dû le recréer entièrement à partir de photos, j'imagine? Oui, à partir de photos. Ah ouais, OK. Ah oui, donc ça doit être un sacré travail. D'accord. Moi, je suis habitué. C'est comme... j'ai même... c'est un peu ironique. C'est comme c'est la série télévisée Hospital. Une série télévisée, je pense que ça fait quasiment 11 ans que ça dure. Je sais pas si General Hospital, quelque chose comme ça. Je me souviens pas. Ça me dit quelque chose, ce nom, oui. Je me souviens plus du nom, mais en tout cas, c'est que les 3 dernières années, j'ai refait parce qu'il appelait ça un DA. C'est un hôpital pour les vétérans qui servent pour shooter. J'ai fait ça pour une compagnie, là, peut-être 5-6 ans de ça. C'est que l'hôpital voulait plus que la compagnie de production filme dans l'hôpital. D'accord. Fait qu'ils m'ont fait reconstruire l'hôpital au complet, l'intérieur.
Ah ouais. Les trois dernières années, c'était l'hôpital en 3D que ils shootaient sur green screen quand il était supposé être dans l'hôpital. Puis il n'y a jamais eu personne qui s'est rendu compte que c'était un modèle en 3D en arrière. Waouh. Ah ouais, chapeau. Ok, d'accord. Un décor entièrement virtuel sur fond vert. Ouais. Et il n'y a personne qui s'est demandé hey, c'est-tu une vraie hôpital ou pas. Il n'y a personne qui le savait. Excellent. Même quand on a fait les tests, ils ne pouvaient même pas voir la différence. C'était quel qui était en 3D et c'était quel qui était virtuel. Ah bah génial. Ah bah ça prend 3 ans de temps. Je me souviens plus. C'est une affaire d'urgence. Aux États-Unis sont bien forts là-dessus. Sur les, c'est juste, il faudrait que je regarde. Là, les séries médicales, oui. Je regarde si je trouve ça sur votre... Non, peut-être, ouais, sur mon site. Ah, ok, ben, c'est vrai. Peut-être, soit sur votre site, soit sur... ArtStation. Va sur ArtStation. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi sur ArtStation. Oui, sur ArtStation. Va sur les environnements. Je pense qu'il est là. Ok, je pense que je l'ai mis sur ArtStation. Il est là. Regarde, c'est Grey Anatomy. Ah, c'est ça. C'était pour Grey's Anatomy. Ah oui. Oui. Va sur les environnements, sur Grey Anatomy. J'ai juste. Ça, puis ce que tu vois, c'est rien que le test. C'est même pas le final. C'est quand j'ai proposé le test. Puis quand ils ont mis les acteurs dedans, ça passait comme dans du beurre. C'est comme ils mettaient des éléments, des fleurs, des arbres, des fontaines dedans. Puis ça, c'est rien que des tests. Même il y a un test avec un acteur. Si tu vois dans ArtStation, tu vois-tu? Ah oui. Oui, je vois. Regarde, en arrière, c'est du 3D. C'est des décors virtuels. C'est ce que tu vois, là. C'est rien un test rapide qu'on a fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, et puis c'est déjà... Ça, c'est le test que j'ai fait. Ça, c'est des tests. Ah oui, pour des tests, il y a déjà un éclairage très réaliste. Ça, c'est le garage pour le Orville. Ah oui, vous avez travaillé sur The Orville aussi, une série que j'adore également. Oui, j'ai fait ça pour eux autres. Ok. C'est pour un paquet d'affaires que j'ai fait autour. C'est toutes des vieilles affaires, j'ai plus vraiment rien de nouveau. Pour la fin de l'entrevue, justement, je pense qu'on a déjà pas mal couvert tout ce qui concernait Battlestar Galactica. C'est pour ça que je voulais un peu vous laisser carte blanche s'il y avait d'autres sujets que vous vouliez aborder. Je sais que vous faites de la peinture aussi. Vous avez écrit un roman qui s'appelle The Getaway, qui est sorti en 2014, qui est disponible en anglais, mais qui est disponible sur Amazon France, pour ceux que ça intéresse. Vous avez fait des visuels aussi d'ailleurs pour votre propre roman, si je dis oui, il est dans le livre aussi. J'avais fait les images aussi dans le livre. Ok, ah oui, super. Oui, il y a des images dans le livre que ça suit. Si je décris quelque chose, normalement, j'ai une image pour le montrer à quoi ça ressemble. Ah bah c'est génial. J'ai pas besoin de prendre une image pour le décrire, j'ai juste dessiné. Ok. Bah oui, c'est vrai, ça se tient. Et je trouve que c'est une super idée, ouais. Donc voilà, et puis je sais que vous avez travaillé donc plus récemment, comme on le disait, sur The Orville ou sur Star Trek Discovery, des choses comme ça. Donc je sais pas si vous avez encore envie de partager quelque chose. Je vous laisse carte blanche, sinon on s'arrête là. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas grand-chose à dire pour Orville. C'est juste que celui-là qu'il y avait, et c'était un scan. C'est parce qu'ils ont construit le modèle, je pense, Zeph McFarlane. Il voulait avoir, comme Star Trek, l'original des années 60, il voulait avoir un vrai modèle. D'accord. Ils ont construit un modèle de près de 9 pieds de long. Ah oui, quand même. Mais il n'était pas bien fait. Ah mince. C'est parce que construire un modèle comme ça, il faut que ce soit Craftsman, faut que ce soit dans ce temps-là, eux autres, il n'y avait pas de visual effect, fait que c'était eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était... Eh oui. Je me souviens, moi, au bureau, il avait emmené, parce qu'on avait fait les effets spéciaux pour l'original Star Trek Voyager, celle-là avec le premier motion picture de Star Trek. Ah oui. Il avait emmené l'original, le vaisseau d'Enterprise, ouais. la compagnie.
tu te mets le nez dessus, puis c'est super bien fait. Même après toutes ces années-là, tu le regardes, tu fais « Wow! » C'est vraiment un beau modèle. Mais l'Orville, je me souviens pas je sais pas trop comment ils ont pensé leur affaire. Il tombe en morceaux, il est en train de... Il est tout curvé, c'est parce qu'il se tient sur un poteau. Oui, il y a beaucoup de courbes à l'arrière et tout. C'est un design que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hein. L'Orville, il est très original, il est très sympa et très très aéré en fait. Je l'ai pas designé, je l'ai juste construit. Je n'ai pas rien à voir d'affaire. En tout cas, ça c'est une autre histoire, mais finalement j'ai fini par le construire, mais c'est basé sur un scan. Le scan, je sais pas si tu le sais, mais un scan, c'est quasiment, tu peux pas te servir de ça. C'est comme, faut vraiment que tu le nettoies, il faut vraiment que tu le refasses. Parce que c'est comme, tu peux pas travailler en production avec ça. D'accord. Puis, fait qu'ils m'ont donné toutes les photos là, de l'original. Fait que je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de job à faire pour l'améliorer parce qu'il était tout disproportionné. Même l'aile, je sais pas, les trois, il y a comme 3 moteurs en arrière. Hein? Ouais. Celle du top, celle du bas, ils sont même pas pareils. Parce que j'avais un paquet d'affaires, fallu que je leur... que ce soit subtle, là, subtilement, pour pas que ce soit trop dans ta figure, mais il a fallu que je l'arrange pas mal. Il y a beaucoup de jobs à faire dessus. Mais c'est assez on a travaillé sur le pilot, puis c'était à peu près tout. Et après ça, ils ont donné la job à d'autres compagnies. D'accord, ok. Ça coûtait moins cher. Ah, d'accord. J'ai pas besoin d'expliquer. Oui. D'accord. Bah écoutez... Ouais. Ah, vas-y. Non, je sais pas si vous aviez encore autre chose. Oh non, c'est pas mal tout. Le Star Trek, j'ai travaillé j'ai été un des premiers employés à être engagé pour les modèles. Ah. Mais c'était pas... Ils ont eu des problèmes avec les designs. C'était pas les designs n'étaient pas vraiment intéressants. C'était une autre histoire. Ben, je sais pas si est-ce que tu le trouves beau, le Discovery, le vaisseau? Non, je vais être franc. Je l'ai toujours trouvé... Je le trouve un peu bizarre. Après, ils l'ont un petit peu modifié là à partir de la saison 3, je crois, ou 4. Ils ont maintenant, ils ont changé des choses parce qu'il y a de l'espace maintenant entre certaines parties du vaisseau grâce aux technologies du futur. Mais je le trouve, je sais pas comment dire, trop lisse. Il y a un peu trop brut, trop carré, trop lisse. Je sais pas. Voilà. C'est ça. Ok. C'est ça. Mais bon, c'est un choix. C'est horrible. C'est ça. Ok. Non, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Imagine-toi, moi, quand j'ai été le premier à voir le design, ils m'ont demandé de construire ça. Qu'est-ce que tu penses que j'ai dit? J'ai dit, je pense pas que ça va marcher. Ah ouais, carrément. T'as vu la vidéo que j'ai faite, les 3 vaisseaux, là, je sais pas si tu l'as vu. Ah non, je crois pas avoir vu celle-là, non. Hein? Tu l'as pas vu? Non. 3 vaisseaux? Celui l'européen, j'ai fait un modèle américain de l'Europe et de la Russie. J'ai fait 3 designs pour celui-là de l'européen, c'était pas lui exactement, mais c'était plus là-dedans de cette version-là, je m'en allais pour le Discovery. Pour le Discovery, d'accord. Ouais. Je peux t'envoyer le link si tu veux. C'est sur votre chaîne YouTube, je crois. Tu fais juste regarder USS Jeffrey Project. Ça me dit quelque chose. USS Jeffrey Project. Tu vas tomber dessus pas mal direct sur YouTube. Ah, ça l'a pas ouvert. Je peux te le montrer. Mais oui, j'avais vu, effectivement, j'avais pas ouvert la vidéo. D'accord, mais j'avais vu les visuels. Ok, ouais, ça y est, je l'ai sous les yeux. Ah oui, ok, donc effectivement, c'était une approche très différente pour le Discovery et avec des courbes, des belles courbes, on va dire. Ouais, plus de courbes. Il était plus... L'autre, il était fait... C'était comme une boîte. C'était comme...
Il n'y avait pas rien vraiment d'intéressant dessus. C'était flat, comme tu dis. C'est ça, c'est plat, c'est lisse. Ouais. C'était comme... Ça s'est pas amélioré vraiment avec les années. Non. D'accord. Bah super, ça c'est une super anecdote. Merci de l'avoir partagé également. D'accord. C'était plus dans cette direction-là. Je m'en allais pour le Discovery en ayant la même sorte de design, là, les Delta Wing, qu'ils appellent. Comme le con. Ok, génial. Bah, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci de nous avoir accordé tout ce temps. Merci d'avoir été notre premier invité. Moi, je suis honoré d'avoir discuté avec vous aujourd'hui parce que vraiment, je suis un grand fan de vaisseaux spatiaux, de design de vaisseaux spatiaux. Et clairement, le Viper Mark II est dans mon top 3 des plus beaux vaisseaux spatiaux ever. Donc vraiment, pour moi, c'est une chance de discuter avec vous aujourd'hui. T'as pas eu trop de problèmes avec mon accent? Non, aucun. Non, j'écoute accent québécois? Non, j'écoute beaucoup de podcasts québécois. J'aime beaucoup. J'ai aucun problème. J'ai même été au Québec, mais ça commence à être très vieux maintenant, donc je n'ai aucun problème avec l'accent. Au contraire, je suis fan. J'adore. L'accent gaulois. Non, bah merci pour merci pour nos auditeurs, merci pour toutes ces anecdotes, merci pour votre temps et puis c'était très sympa de discuter avec vous. Vraiment encore une fois merci pour tout et puis maintenant je passe à la conclusion de l'épisode. Voilà, merci encore à Pierre Drolet pour sa disponibilité et sa sympathie lors de cet entretien. On a appris plein de trucs, c'était génial, j'espère que ça vous a plu également. Je vous mettrai les liens vers son site internet dans les notes de l'émission et je partagerai les visuels de tout ce qu'on a évoqué sur les réseaux sociaux dans les jours qui suivront la publication de cet épisode. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Twitter, mon pseudo, c'est Draven. Alors le pseudo complet, c'est Draven Hardrock. Ça s'écrit DRAVENARDROK. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser et de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. À bientôt.